Bonjour et bienvenue dans la suite de la légendaire review de Tears of the Kingdom. Après l'histoire principale, j'aimerais évoquer les personnages principaux qui sont pour la plupart les mêmes que dans Breath of the Wild, mais il y a aussi quelques nouveaux personnages, et c'est par eux que je vais commencer. Tout d'abord, on a Roru et Mineru, du peuple Sono. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce peuple mystérieux et très anecdotique dans Breath of the Wild devienne aussi central dans Tears of the Kingdom. C'est vraiment bien joué de la part de Nintendo, et ça rend vraiment la surprise encore plus énorme, parce que dans Breath of the Wild, à part les mystérieux ruines Sono, dont on ne savait absolument rien, bah voilà, il n'y avait absolument rien. Donc. Nintendo a réussi à prendre un petit truc tout à fait presque random dans Breath of the Wild, et en faire un truc super principal. Là, faut avouer que je ne m'y attendais pas du tout. Pour Roru et Mineru, le design de genre de lama est plutôt surprenant, mais comme son nom Nintendo, c'est plutôt réussi, et ce sont deux personnages directement appréciables par leur sagesse et aussi leur pouvoir plutôt badass. Concernant la femme de Roru, la reine Sonia, Nintendo elle a aussi réussi à créer un personnage qui ressemble à Zelda, sans l'être trop, qu'on puisse bien voir qu'il y a une éternité entre les deux membres de la famille royale. C'est aussi un personnage vite appréciable, donc son assassinat par Ganondorf n'en est que plus émouvant. Cela dit, malgré que Roru et Mineru aient un rôle central, leur peuple, les Sono, reste encore un mystère, car si on sait qu'ils sont les créateurs des robots appelés Golem, on n'en sait pas beaucoup plus au final, donc j'espère qu'on en saura plus à l'avenir, car leur histoire semble intéressante. Surtout qu'ils ont quand même créé des, comme ils appellent ça, des golems, qui sont presque invulnérables, parce que les Sono ils sont éteints depuis des siècles et des siècles, voire peut-être des millénaires, et les robots ils sont toujours là. C'est assez impressionnant comme technologie quand même. Voilà donc pour les personnages principaux inédits. C'était assez rapide, mais il n'y en a pas tant que ça, donc voilà. On va revenir maintenant aux personnages qu'on connaît déjà. Et si c'est tout de même un plaisir de les retrouver, j'aurais préféré quand même une espèce de transmission à une autre génération, comme on a eu avec Babil et Teba, où bon, Teba fait un pas de côté pour devenir le chef du village, et Babil alors devient le sage du vent. Et finalement c'est le seul où il y a une transmission, où tous les autres sont les mêmes, donc je trouvais ça un peu dommage. On va me dire, par exemple, Riju est un peu jeune pour faire une transmission d'une prochaine génération, mais par exemple, Sidon, c'est comme le plus ancien, même si c'est un Zora, donc forcément, la notion d'âge est beaucoup plus différente chez les Zora. Mais je sais pas, ça pourrait être. Il aurait peut-être pu y avoir un fils entre temps, quelque chose. Enfin, plus de transmission, quoi. Mais bon, c'est quand même un plaisir de revoir donc Riju, Sidon, Yunobo et Teba. Même si pour ce dernier, comme je viens de le dire, j'ai été surpris de voir qu'il n'était finalement pas le sage du vent, mais plutôt son fils. Donc, comme je disais, c'était Babil. Encore une fois, Tears of the Kingdom exploite quelque chose, ou quelqu'un ici, qu'on avait tous certainement oublié, et ça a créé une plaisante surprise. Car comme je l'ai dit dans la précédente review, moi, Babil, je ne me souvenais pas du tout de ce personnage, et voilà, ça fait une belle surprise. Et c'est peut-être ça aussi que j'aurais peut-être voulu pour les autres sages, je sais pas, trouver un autre personnage un peu plus secondaire. Mais bon, je vais pas me répéter. Bon, j'ai déjà parlé de Babil assez longtemps, donc je pense que je peux passer aux autres sages. Même si pour eux, il n'y a pas énormément de différence. Même si on voit par exemple que Riju s'entraîne dur pour maîtriser la foudre de son ancêtre Urbosa, et qu'elle semble plus sûre d'elle malgré qu'elle ne maîtrise pas encore parfaitement la foudre. Elle est aussi équipée de deux cimetières semblables à ceux d'Urbosa. Donc fini donc le masque de foudre et le mort des sables, ça montre bien qu'elle a pris de l'âge. Donc c'est vrai que dans Breath of the Wild et l'ère du fléau, on voit qu'elle est encore un peu jeune, donc pas d'armes, parce que bon, les enfants avec des armes c'est pas bien. Même si Babil, il doit pas être très vieux, il a quand même un arc à flèche. Mais voilà, allez, on peut pas dire qu'il se passe grand chose chez les Gerudo, c'est toujours Riju la chef. Mais on voit quand même qu'il y a une évolution avec ses armes, sa technique de foudre, qui, même s'il n'arrive pas à bien viser, elle le maîtrise quand même déjà pas mal, donc ça fait plaisir, il n'y a pas besoin d'un artefact comme le masque de foudre. Donc c'est bien, puis il y a un petit aussi dans le design un peu différent aussi, c'est un peu coupé les cheveux, ça. On voit qu'elle a pris de l'âge, donc j'aime bien cette évolution des personnages, parce que c'est peut-être la seule
avec Babil, qui va véritablement changer, parce que, par exemple, pour Sidon, il est toujours fidèle à lui-même, donc il n'y a pas grand-chose à dire de ce côté-là. La différence vient plutôt du fait qu'il s'est trouvé une compagne, quand même, qu'il a aussi remplacé la statue de Mifa, pas la sienne, en plus d'avoir remplacé les écrits de son père, parsemés sur le chemin de l'ascension, au domaine Zora. Donc, niveau ego, je pense que il se passe pas mal le Sidon quand même. Il a l'air sympa comme ça et tout, mais il aime bien parler de lui-même, quoi. Le petit coquin. Enfin, je plaisante parce que je pense que les écrits c'était une demande de son père. Et bon, la statue de Mifa, il l'a mis dans un endroit beaucoup plus joli. Donc, ça se comprend, quoi. D'ailleurs, en parlant de sa femme, j'ai oublié de la mentionner dans les personnages inédits. Bon, on la voit pas beaucoup, mais je pense que ça mérite quand même d'être mentionné. Donc il y a sa femme Yona, apparemment était partie du domaine Zora pendant un bon moment, et qui est revenue alors au domaine pour se marier avec Sidon. Donc ça fait une petite évolution quand même pour le prince des Zora, malgré que bon, il change pas du tout d'apparence, et c'est toujours un peu le même caractère. Donc la nouveauté chez Sidon vient pas de lui, mais de sa compagne. Et donc bon, même si elle apparaît pas très longtemps, je trouve que l'introduction du personnage est intéressant. Le design est encore bien choisi. On a du vert pour une fois, c'est rare pour Razora. Et c'est un personnage plutôt sympathique, hein, qui supporte beaucoup son mari en tout, et qui a aussi le don de soin, donc comme la sœur de Sidon Mifa. Donc ça c'est peut-être aussi un joli clin d'œil. Hein. Donc voilà, je trouve ça sympathique et j'aime bien les interactions entre Yona et Sidon. Parce que c'est un peu elle aussi qui arrive à lui faire, entre guillemets, passer le traumatisme, si je puis dire, hein, même si je pense que ça l'est vraiment, de la mort de Mifa. Parce qu'à un moment, Sidon doit accompagner Link dans le temple de l'eau, mais il n'a pas envie de quitter le domaine Zora parce qu'il ne voudrait pas que Yona meure ou quelqu'un d'autre. Mais c'est elle qui lui dit qu'il faut arrêter de vivre dans le passé, et donc vas-y avec Link, n'aie pas peur. Et je trouvais cette interaction très intéressante parce que ça clôt, entre guillemets, un peu le traumatisme donc qu'a eu Sidon en voyant sa sœur mourir. Et ça, je trouvais ça beau. C'est un peu de psychologie dans le jeu, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, ça c'était une petite aparté sur Yona, que j'ai trouvé un excellent personnage secondaire. Voilà. Pour Yunobo, le dernier sage, là aussi, en fait, encore moins de choses à dire, parce qu'il a créé une société d'extraction de pierre, hein, comme tous les Gorons, ce qui est plutôt sympa. Mais c'est peu, il n'y a pas plus que ça. Il semble aussi être apprécié des jeunes Gorons, qui le voient comme un exemple, et ça c'est bien, parce que bon, c'est vrai qu'au départ, c'était plutôt un Goron craintif. Dor, il se fait souvent un peu moquer par Daruk, son ancêtre. Donc voilà, il s'est un peu affirmé quand même, il semble être plutôt apprécié des Gorons. Ça c'est plutôt sympa, mais voilà, à part, comme je le disais dans la précédente review, son look de catcheur un peu Yakuza, parce qu'il a été perverti par la fausse Zelda, c'était marrant. Mais on va dire que j'ai pas plus grand chose à dire que ça, il n'a pas énormément changé non plus. Alors, pour terminer avec les personnages, on a toujours les extravagants Prua et Faras, qui le sont toujours autant, mais comme Babil, Prua a bien grandi par rapport à Breath of the Wild. Ça m'a surpris, mais c'est bien parce que du coup on voit qu'il y a du temps qui s'est passé aussi. Donc voilà, bon, dans Tears of Kingdom, ils n'ont pas un rôle très développé, je trouve, mais au moins Prua est là pour nous diriger au travers du jeu, et ça c'est bien utile. C'est un peu le chef de fête qui délègue un peu à tout, surtout à Link d'ailleurs, n'est-ce pas? Donc voilà, il n'y a pas un énorme rôle, mais c'est toujours sympa de les retrouver. Cela dit, j'ai oublié aussi un autre nouveau personnage inédit, qui est aussi un peu secondaire, mais quand même qu'on va suivre un peu dans toute l'histoire, parce que finalement, il y a un fil rouge d'une mission dans lequel ce personnage vous la donne. Donc c'est le personnage de Josha, une jeune Sheikah qui est passionnée par les profondeurs d'Hyrule, et qui se verra fort utile pour justement découvrir ces profondeurs, ainsi que les temples qui s'y trouvent, en suivant les statues dont elle nous parle. C'est une vraie Prua en devenir dans le domaine de l'exploration. Voilà, ça c'est encore un petit personnage inédit, qui n'est pas extrêmement développé, mais encore une fois, c'est sympa de rajouter quelques petits personnages.
Je ne vais pas toutes les détailler car il y en a beaucoup, trop, mais il y en a 2-3 qui m'ont bien plu, donc je vais me concentrer là-dessus. Pour commencer, il y a celle du village 2-0, qu'on a aidé à construire dans Breath of the Wild. C'était d'ailleurs une quête secondaire originale et assez sympa à faire. Ici, la mission secondaire consiste d'abord à passer du temps avec Tigné, la fille de Grossaillet et Cornuet, les chefs du village. Grâce à elle, on y apprend quelques rudiments de Gerudo, ce qui est plutôt intéressant je trouve, et ensuite il faut frauder le monorail pour faire passer la petite fille en 12, ce qui est plutôt amusant. Ensuite, on apprend qu'elle doit partir bientôt pour la cité Gerudo, pour être élevée en tant que telle. Il faut donc aider Grossaillet à confectionner un cadeau de départ pour sa fille. Ce n'est pas grand chose, mais je trouve que la conclusion de cette mission assez rapide, si on a les matériaux qu'il faut, est assez émouvante et montre encore un pan de la culture Gerudo. J'apprécie vraiment ce genre de mission qui étoffe la culture des peuples d'Hyrule. Comme tout à l'heure, comme je disais, on apprend un peu de nouveaux mots Gerudo. Ici, on apprend qu'apparemment les filles à partir d'un certain âge doivent intégrer la cité Gerudo pour être éduquées en tant que vrais Gerudo. Donc voilà, encore une fois, c'est le genre de petites missions tout à fait secondaires, voire presque tertiaires, mais qui ajoutent du lore et de l'histoire à ces peuples. Et ça, franchement, c'est cool. Après E0, il y a Ekarai. Ce village côtier, plutôt tranquille dans Breath of the Wild, est ici envahi par des monstres pirates qui a fait fuir les habitants, qu'on retrouve alors éparpillés dans les autres cités d'Hyrule. Le but ici est d'endosser le rôle de glorieux libérateur de l'oppression pirate en leur mettant une bonne raclée. J'exagère beaucoup, mais l'idée est là, il faut vaincre ces pirates, et ils sont nombreux, très nombreux. J'ai fait cette quête relativement tôt dans le jeu, et après coup, j'aurais dû attendre un peu car j'ai eu beaucoup de mal à libérer le village. Les monstres sont assez costauds, et moi j'avais peu d'armes puissantes et une défense assez nulle. En plus, c'était une mission que tu dois absolument faire en une fois, parce que si tu pars du village, mais que t'as tué que la moitié, bah si tu reviens, tu peux recommencer, quoi. Et la même chose si tu meurs d'ailleurs. Donc c'était vraiment galère. Cela dit, la première étape ici, c'est donc la libération du village, où on peut se la jouer à Metal Gear Solid en jouant la carte de l'infiltration discrète et tuer les monstres un à un sans se faire repérer par les autres plus loin. Ce qui est généralement plus facile parce que si jamais ils te repèrent, ils sonnent l'alarme et ils te foncent tous dessus. C'est un peu plus galère. Et comme je disais, la seule contrainte, c'est qu'il faut libérer le village en une seule fois, donc pas de téléportation ailleurs ou de game over, sinon il faut tout recommencer. Personnellement, j'ai recommencé cette mission beaucoup de fois. Beaucoup trop de fois d'ailleurs même. J'ai même failli à un moment dire que bon, tant pis hein. Mais j'ai été regarder sur internet, j'ai vu qu'apparemment on pouvait trouver des armures assez puissantes rapidement, enfin rapidement non, mais en tout cas relativement facilement. Et voilà, une fois que j'avais cette armure et que j'ai trouvé quelques armes un peu plus correctes, j'ai pu aller mettre une raclée à tous ces pirates. Plus ou moins facilement, on va pas dire que c'était très facile, mais beaucoup plus simplement que ce que j'avais à l'époque. Mais après cette libération épique, vient le temps de la reconstruction, et un peu comme pour E0 dans Breath of the Wild, on est mis à contribution. C'est encore une fois pas grand chose, mais je trouve ça cool de participer à la reconstruction d'un village où personnellement j'ai bien sué pour vaincre ces envahisseurs. Ici il n'y a vraiment pas grand chose, il faut mettre je crois une poutre à chaque fois dans chaque maison, il faut trouver du bois. C'est vraiment encore une fois une petite mission, si ça t'amuse. Bon après tu peux profiter d'un restaurant où tu peux avoir de la nourriture gratuite, un jeu, un hôtel aussi je pense où tu peux aller dormir. Donc t'as quand même une récompense, mais c'est pas grand chose, mais je trouve encore une fois c'est sympa, t'as libéré ce village qui est du coup en ruine, et alors tu peux t'amuser à le reconstruire avec les ressources que tu trouves. Et une fois que tout est fait, ben, t'as vraiment un sentiment de complétion, où plus de libérer le village, tu le reconstruis, et après, bon voilà, tout va bien, et tu peux même aller dire aux personnages qui se sont éparpillés de pouvoir revenir, et comme ça ils peuvent revenir à alors le restaurant ou l'hôtel par exemple. Donc ça c'est vraiment très cool. La prochaine mission secondaire qui m'a marqué, c'est la bataille politique et culturelle du village des Limites, qui se déchire entre deux clans. Celui de la modernité et de la mode, dirigé par Goutier, une styliste fan de champignons, et celui de Baldine, chef actuel du village, avec une ligne plus conservatrice, ne jurant que par la culture de ces légumes qui ont fait la renommée du village. Cette quête est relativement longue, mais reste amusante car on a peu l'occasion de se mêler de politique dans Legend of Zelda. La conclusion est un peu classique car finalement les deux adversaires vont finir par s'entendre,
mais toutes ces campagnes électorales étaient plutôt bien pensées. Parce qu'on a vraiment visité alors Goutier, Baldine, on doit faire des missions pour chacun des deux parce que finalement il y a l'élection qui va se faire. Et alors on doit jouer avec les deux camps parce qu'ils vont faire des petits coups salauds comme souvent en politique. Mais voilà, c'était vraiment une mission plutôt amusante à faire. Ensuite, la mission secondaire suivante que je voudrais évoquer, c'est celle des grandes fées, car il y a une méthode plutôt originale pour les faire sortir de leur bourgeon. Plutôt que de payer, comme dans Breath of the Wild, il faut réunir une troupe musicale où chaque membre pourra faire sortir une fée avec son instrument. Il faut donc les retrouver, parce qu'ils sont éparpillés dans Hyrule. Avant c'était une bande au complet, mais ils se sont séparés. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Je sais pas si c'est dit dans le jeu, mais en tout cas ils se sont séparés. Et donc une fois qu'on les retrouve, il y a une courte mission pour les pousser à partir et à se réunir au complet. Et une fois qu'on a la troupe au complet, alors on peut faire toutes les fées et on peut alors améliorer leurs vêtements. Ça c'est comme dans Breath of the Wild, ça ne change pas. Voilà, je trouve ça intéressant plutôt que juste de payer. Alors, je trouve ça vraiment plus sympathique. Cela dit, j'évoque cette mission précisément pour une mission d'un des membres de la troupe. Donc c'est du flûtiste Fluol, hein, c'est le plus jeune des musiciens. Et je trouvais que c'était la plus sympa, car c'était assez poétique et émouvant. Vouloir décorer un arbre de lucioles fluorescents pour faire sourire son ami, c'était plutôt beau. Même si les récupérer, ces 10 lucioles, c'était un peu galère. J'ai appris par après qu'on pouvait en acheter chez des marchands. Bon, c'était 3 par 3, mais voilà, il n'y avait pas besoin forcément de les capturer dans la forêt. Mais je le savais pas à l'époque, donc voilà. Moi j'ai été dans les capturer dans la forêt, et franchement c'était galère. Hein, ça m'a pas plu vraiment, parce que bon, déjà il faut y refaire ça en une nuit, parce que ça vient que de nuit. Bref, cette partie-là j'ai pas beaucoup aimé, mais au final je trouvais ça beau que le jeune garçon voulait alors du coup faire plaisir à son ami en faisant un joli arbre fluorescent qui en fait donnait très bien, c'était très joli. Donc voilà, c'est une mission un peu plus poétique qui était plutôt plaisante. En dernier, je voudrais mentionner la mission de la 8ème héroïne de la cité Gerudo, qu'elle a une bonne ambiance Indiana Jones. Il faut d'abord retrouver des stèles dans la cité souterraine. C'est assez simple, sauf la dernière qui est un peu plus compliquée à trouver. Mais rapide et plutôt sympa. On a vraiment l'âme d'un archéologue ici, hein, donc il faut vraiment, comme Indiana Jones, retrouver un peu partout dans la cité souterraine, qui est pas grande, donc ça c'est assez rapide. Mais ensuite ça continue parce qu'il faut alors récupérer des orbes et les réunir dans une grande salle pour leur débloquer une pièce encore plus souterraine, pour ensuite aller explorer les souterrains des ruines nord, là où on avait rencontré Riju au tout départ. Mais apparemment il n'y avait pas que ça, parce que là on arrive à trouver une petite pièce où nous entrait un petit piège à Indiana Jones une fois de plus, parce que le sol se dérobe sous nos pieds. Et ça débouche alors sur une salle au trésor avec des pierres précieuses et le set complet des armes Gerudo, très utile pour confectionner les armes et 7 joyaux. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette mission. Je ne trouvais pas de cimetière Gerudo, donc c'était plus facile comme ça. C'est pas une mission exceptionnelle, et finalement retrouver les orbes c'est un peu long, mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance, archéologie, exploration, des pièges comme dans les films Indiana Jones, hein, comme le sol se dérobe. Encore une fois, c'est pas une mission très folle, mais comme mission secondaire, c'était vraiment très cool. Voilà, une fois de plus, je vais m'arrêter là, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc il y aura bien une partie 3, peut-être 4, mais je pense que ce sera plutôt une partie 3. Comme ça fait pas trop long, c'est que les vidéos trop longues, ça n'intéresse pas grand monde. Donc je vous dis à la prochaine fois pour la suite, et au revoir.